et bienvenue dans ce journal des biotech. Notre point d'actu sera en compagnie de Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Pharmium Securities. Et l'entretien sera consacré à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actualité Frédéric Gomez, analyste spécialiste des biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. On voulait faire le point sur ce qui nous attend lors de ce deuxième trimestre 2021 pour les biotech françaises et peut-être commencer par Abivax. On avait déjà parlé la dernière fois avec Sacha Pouget, mais cette phase 2B qu'on attend dans la rectocolite hémorragique et notamment aussi parce qu'il y a d'autres produits sur cette indication, le produit de Galapagos. Comment vous voyez les mois à venir pour Abivax ? Alors c'est vrai que ça va être un événement important pour la société parce qu'on a vu l'an dernier, et vous l'avez justement mentionné, qu'il y avait un focus d'investisseurs sur un peu la thématique Covid. Donc on avait beaucoup de titres qui avaient pris de la valeur parce qu'ils initiaient des études dans le Covid. Là, on commence à voir que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui. Et il ne faut pas oublier que sur Abivax, la thèse d'investissement central repose quand même sur le 464 dans la rectocolite hémorragique, dont on attend les résultats de phase 2B prochainement au T2. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, la colite hémorragique... On rappelle peut-être, Frédéric, juste qu'il y a eu cet échec récemment dans le Covid, qui a été il y a eu une grosse chute du titre liée à ça. Mais pour vous, peut-être, justement, c'était un peu, on ne va pas dire anecdotique, mais secondaire. Voilà, puisqu'en fait, les attentes sur le Covid, on a eu des attentes sur le Covid, mais quand on regarde un peu les faits, il y a très peu de médicaments qui ont été approuvés. Il y a eu beaucoup plus d'échecs que de succès. Donc, quelque part, l'échec d'Abivax, en soi, il n'est pas dramatique. Alors oui, c'est un effet sur le cours de bourse parce qu'il y avait sans doute des attentes qui étaient démesurées. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est que dans la rectocolite hémorragique, cette étude, elle sorte. Donc, si on se remet un peu dans le contexte, Abivax a fait une petite étude de phase 2A, qui était vraiment une étude de preuve du concept sur le produit, où on a vu des résultats intéressants. Donc, on était aussi dans une population qui est identique à la phase 2B. Et il y a deux choses qui étaient quand même importantes à savoir sur cette phase 2A, c'est qu'il n'y avait qu'une seule dose, 50 mg, qui avait été testée, et que quand on regarde la rémission complète, alors certes, on avait un pourcentage qui était pas mal, 35, mais vu le faible nombre de patients recrutés, on avait obtenu un pourcentage de 11% avec le placebo, qui fait qu'au final, on n'avait pas une efficacité qui était statistiquement significative, puisqu'on avait un petit P qui était de 0,16. Et c'est vrai que le critère primaire de cette preuve du concept, c'était quand même la safety. Donc on avait quelques petits signaux sur l'efficacité, et maintenant tout l'enjeu en finale pour Abivax, c'est de reproduire ces signaux d'efficacité qu'on avait vus sur la phase 2A lors de la phase 2B. Et là, c'est pour ça qu'on est vraiment dans un événement qui est totalement binaire, parce que soit ça va sortir, soit si ça ne sort pas, il y aura vraiment un gros problème pour Abivax. Ouais. Et cette étape, elle est clé. Alors, quand on regarde un peu le design de la phase 2B, on est quand même sur un design qui est de qualité, puisque c'est traditionnel dans cette indication. On a une phase d'induction où on va chercher à avoir une rémission des patients, et ensuite, on a une phase de maintenance où il faut qu'on prouve qu'on est capable de maintenir cet effet. Et je crois que pour les investisseurs, il y a trois choses qui vont être absolument clés à regarder dans cette phase 2B. La première, c'est sur cette histoire de dose, puisqu'en fait, pour le moment, ils n'ont testé qu'une dose de 50 mg. Là, ils testent trois doses différentes, 25, 50 et 100. Et il faut absolument souhaiter qu'il y ait au moins une de ces trois doses qui sortent. Oui. Alors personnellement, j'ai quelques doutes sur la dose de 25 mg, on verra. Maintenant, pour moi, il est vraiment crucial que soit on ait une efficacité à la dose de 50, soit on ait une efficacité à la dose de 100, puisqu'on peut penser que ce sera cette dose-là qui ensuite partira en phase 3. Le deuxième chose qu'il va falloir absolument regarder, c'est la rémission clinique. Alors, ce n'est pas le critère primaire de cette étude, c'est juste un critère secondaire, mais il faut que les gens aient à l'esprit qu'en fait, c'est le critère qui est utilisé par les agences pour ensuite l'enregistrement. Donc ça, il faudra vraiment passer du temps sur ce critère-là et voir un peu où en sont les chiffres. On avait 35% de rémission dans la 2A. Si on était capable d'être autour de 30-35, de maintenir ce chiffre, ce serait plutôt une excellente nouvelle. Et c'est ensuite ce qui permettra de pouvoir comparer les datas d'Abivax à celles des autres candidats, puisque c'est le critère le plus pertinent. Et la troisième chose qu'il faudra regarder, c'est qu'il y a au niveau des critères d'inclusion, il y a différents patients qui sont recrutés dans cette étude. Il y a notamment des patients qui soit ont eu des traitements biologiques, comme les anti-TNF, ou alors on a aussi des patients qui sont naïfs à ces traitements-là. Et là, ce sera important de voir un peu les résultats dans ces deux sous-groupes, puisque derrière, ça va nous guider en fait sur l'indication potentielle si le produit peut être approuvé en deuxième ligne
ou en troisième ligne, après échec notamment des anti-TNF. Donc je crois qu'il y a 3 grandes choses à regarder sur cette étude clinique, parce que derrière, ça conditionnera bien évidemment la suite du programme, et notamment la phase 3. Alors juste quand même pour remettre les choses en perspective, c'est que cette maladie, la rectocolite hémorragique, Oui. c'est quand même une inflammation, une maladie grave, parce qu'il y a une inflammation du côlon qui entraîne des diarrhées chroniques avec des saignements sévères. Et le souci, c'est que les patients, au final, on a du mal à les mettre en rémission. On constate quand même qu'il y a une large majorité de patients qui finissent par rechuter. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à regarder le nombre de rechutes par an et quand est-ce qu'il y a eu la dernière rechute. Donc vraiment une étude hyper importante pour Abivax, puisqu'il faut vraiment que sur les datas d'induction, ils montrent que ça sort. Sinon, il y aura des petits soucis sur le titre, et on peut même penser que le développement avec le même composé dans la polyarthrite rhumatoïde, les chances de succès dans cette indication seraient revues considérablement à la baisse si la phase 2B ne sort pas. Donc vraiment une étape ultra importante pour Abivax dans les prochaines semaines. Bon, ultra important. Il y a ce concurrent dont j'ai parlé, Galapagos, avec un produit qui est déjà en demande d'autorisation de mise sur le marché. Alors, Est-ce qu'on n'arrive pas trop tard déjà? Alors, ça commence à devenir un peu chargé sur la rectocolite, puisque alors, il y a des traitements conventionnels, on utilise notamment des corticostéroïdes, puisque c'est une maladie inflammatoire. Ensuite, on a tendance, s'il y a un échec, à utiliser les anti-TNF. Il y a une nouvelle classe de médicaments qui est sortie depuis 2-3 ans, que sont les inhibiteurs de JAK, avec notamment la molécule de Pfizer, le Xeljanz, qui est approuvé. Et ensuite, il y a Gilead avec Galapagos qui a développé le filgotinib. Galapagos a beaucoup monté en bourse sur les espoirs de filgotinib, notamment aux US. Et oui, le filgotinib, il est en cours d'enregistrement en Europe. Donc, il est évident qu'il y a quand même quelques acteurs qui sont présents sur ce marché. Et c'est pour ça que les datas sont importantes, parce qu'ensuite, on pourra essayer de comparer entre les études, les datas des uns et des autres, pour savoir s'il y en a un qui sort un peu mieux que l'autre. Et ensuite, oui, il y aura des questions importantes de concurrence à voir pour évaluer un peu le projet, le potentiel du projet. Bon, une étape cruciale qui arrive pour Abivax. On avait aussi envie de mentionner avec vous Gensight avec cette étude de phase 3 aux États-Unis pour là aussi prouver l'efficacité de son traitement. Oui, donc il y a une deuxième biotech qui attend des résultats cliniques au T2, c'est Gensight, puisque là c'est l'étude US, l'étude Reflect. Et en fonction des datas, il y a beaucoup d'études chez Gensight, celle-là c'est l'étude Reflect aux US. Ouais. C'est Reflect, non mais c'est l'étude pivotale pour les US, c'est l'étude qui doit permettre de déposer une demande d'AMM pour les US, et on sait très bien que les États-Unis sont le plus gros marché en valeur au niveau pharmaceutique. Donc, il est indispensable que cette étude sorte et qu'il y ait une soumission de demande d'AMM aux US pour qu'on puisse voir un gap de valo ensuite. Donc, non, c'est important, sachant que cette étude comporte quand même quelques petites différences par rapport à Rescue Reverse qui avait été mené en Europe, puisque là, on a un traitement bilatéral, c'est-à-dire que le groupe traite les deux yeux. Traitement, en fait, on a injecté aux deux yeux, ce qui semble logique puisque c'est une maladie bilatérale, alors que dans les études européennes, il n'y avait qu'un seul œil qui avait été injecté, et on avait vu d'ailleurs ce qui s'était passé sur les datas. Donc là encore, un catalyste très important pour Gensight, c'est les résultats de cette étude de phase 3 américaine, puisque on peut penser, alors la société a indiqué qu'elle avait du cash jusqu'au début de l'année prochaine, en tenant compte des revenus de la TU, mais on peut partir du principe que si cette étude est positive, le cours de bourse en profitera largement, et derrière, on peut peut-être penser à un refinancement qui se ferait dans la foulée sur la base de ces datas positives. On peut se dire, Frédéric, peut-être à tort d'ailleurs, je ne sais pas, qu'avec les succès qui ont été enregistrés dans les études européennes, les résultats de cette étude de phase 3 aux États-Unis, ils se présentent bien, ou en tout cas, on pourrait penser que c'est pas du tout cuit, mais qu'en tout cas, c'est presque acquis, non? Alors, est-ce que c'est allé trop vite en besogne? Non, il faut souhaiter que ça sorte. Ce qui était particulièrement intéressant sur l'étude Gensight, c'est l'étude d'histoire naturelle, puisque c'est celle-ci qui va servir en Europe de comparateur, au final, puisqu'on ne va pas utiliser le comparateur de l'étude clinique, mais cette étude d'histoire naturelle de la maladie. On peut penser que cette histoire naturelle de la maladie va aussi servir aux US. Donc non, l'un dans l'autre, on sait que c'est une maladie qui est pas simple. On sait que la thérapie génique, on a vu qu'il y a quand même quelques déboires dans des approches de thérapie génique, notamment avec des biotech américaines. Donc il faut toujours avoir un petit peu de prudence, mais on espère que cette étude va sortir. Et une fois de plus, c'est vrai qu'on a souvent mis en lumière les échecs thérapeutiques sur le plan clinique ou réglementaire des biotech français depuis 3-4 ans. Et il est important que ces deux études, d'Abivax et de Gensight, sortent, puisque là encore, pour booster un peu le sentiment des investisseurs, plus on aura de bonnes nouvelles sur le plan clinique,
mieux ce sera pour le secteur dans son ensemble. Bon, on va continuer sur des bonnes nouvelles, probables en tout cas qu'on espère, avec 3 demandes d'autorisation de mise sur le marché. On reparle de Gensight, il y a aussi donc DBV avec son patch anti-allergie aux arachides. Et puis il y a Advicen, ça c'était la nouvelle la plus récente. Il faudra qu'on revienne d'ailleurs sur Advicen parce qu'ils ont annoncé l'obtention imminente de cette autorisation. Et puis dans le même temps, ils ont retiré leur demande de statut de médicament orphelin. Qu'est-ce qu'on pense de toutes ces autorisations de mise sur le marché? Ça, ce sont des bonnes nouvelles en tout cas. Alors, c'est aussi ce qu'on va devoir suivre dans le news flow au niveau des biotech françaises. Alors, on avait évoqué ça l'an dernier d'ailleurs dans le journal des biotech, mais donc Gensight et DBV sont exactement au même niveau à l'heure actuelle dans le process. Elles ont reçu fin février la première liste de questions du comité du médicament, le CHMP, la fameuse liste du D120. Ouais. Donc là, on a un process qui s'est arrêté, c'est le fameux clock stop. Donc les sociétés ont maintenant 3 mois pour répondre à cette liste de questions qu'elles ont reçues, sachant que si jamais ça coince un petit peu, elles peuvent demander une extension. Bon. Donc là, clairement, le process, il est en cours. Quand on fait un pro de rétro-planning en prenant des hypothèses justement de 3 mois pour répondre, on peut penser qu'on aura une réponse définitive, une opinion définitive de ce fameux comité du médicament courant octobre-novembre de cette année, et on espère bien évidemment que pour ces 2 noms, elles soient positives. Et ça permet maintenant de faire le lien un peu avec ce qui s'est passé sur Advicen, c'est que le process en Europe, c'est que l'agence européenne, le comité de médicaments vote en fait pour recommander l'AMM, mais in fine, c'est la Commission européenne qui a le dernier mot. C'est la Commission européenne qui va octroyer effectivement l'AMM à la société. Donc, dans le cas d'Advicen, le comité de médicaments a voté en faveur de l'AMM, donc ça c'était acquis. Et théoriquement, il y avait 60 jours pour que la Commission européenne donne cette AMM. Donc c'est un peu coincé. C'est vrai qu'on attendait plutôt l'AMM début février officielle. Là, la société a communiqué vendredi dernier sur le fait que maintenant, elle pensait que c'était imminent, mais visiblement au prix d'une concession. Et cette concession, c'est l'abandon de la désignation maladie orpheline pour le produit. Alors, pris sous cet angle, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les implications commerciales de cet abandon de la désignation maladie orpheline pour le produit. La société, pour le moment, elle a été relativement prudente et conservatrice dans ses hypothèses de marché sur Synayal. Maintenant, moi, j'ai quand même quelques raisons d'être un peu plus optimiste que la société, même si je concède qu'il y a quand même quelques challenges. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que l'indication obtenue par Advicen, en fait, elle est parfaite, elle est excellente. Pourquoi elle est excellente ? 2 choses. Elle couvre les enfants, les adultes et les adolescents, et les enfants à partir de l'âge de 1 an. Donc, on a vraiment un spectre très large de patients qui peuvent prendre le produit. On rappelle que c'est l'acidose tubulaire rénale distale. Ouais, voilà. L'indication. Donc vraiment, on couvre tous les âges à partir de l'enfant d'1 an. Donc c'était quand même déjà une vraie victoire. Mais la deuxième chose qui me semble être aussi une très grande victoire, c'est qu'elle couvre toutes les formes de DRTA. Sachant qu'il y a 2 causes de DRTA. Il y a une cause qui est une cause héréditaire, génétique, puisqu'il y a des mutations. Et là, notamment, quand tu as un enfant sous de DRTA, c'est qu'on a une cause génétique. Et là, sur cette origine-là, il n'y a aucun doute possible, c'est une maladie orpheline. On sait que la prévalence est relativement bien documentée dans la littérature scientifique. C'est une maladie orpheline. Néanmoins, il y a une deuxième cause potentielle de DRTA, c'est ce qu'on appelle les DRTA acquises, qu'on obtient en fait chez des maladies auto-immunes, notamment le lupus et le syndrome de Sjögren. Et c'est là où ça se complique, c'est que quand on regarde un peu la prévalence dans la littérature, on a des chiffres qui sont discordants, et il y a notamment une publication qui mentionne une prévalence de 5% chez le syndrome de Sjögren. Et dans ces cas-là, on n'est plus du tout dans l'orphelin. Et ma conviction, c'est que je pense qu'il y a un réservoir de patients qui est sous-estimé au final, notamment dans ce fameux pool de DRTA acquises. Et tout l'enjeu pour Advicen, au final, sur le plan commercial, alors, soit Advicen, soit ses partenaires, puisqu'ils ont évoqué le fait qu'ils pourraient signer des partenariats, ça va justement être d'aller chercher ces patients. Mais dans l'absolu, quand on regarde en fait le nombre de patients atteints du syndrome de Sjögren aux US et en Europe, aux US, on considère qu'il y a à peu près d'1 million de personnes diagnostiquées. Il y en aurait 1 à 2 millions diagnostiquées. En Europe, on est sur un chiffre un peu équivalent. Donc, je vous laisse faire le calcul. Mais si vous mettez une prévalence de 1, 5 ou 2% sur 2 millions de patients, avec un coût de traitement autour de 10 000 € par an, bah, ça fait quand même quelques dizaines de millions potentiels uniquement pour le syndrome de Sjögren. Donc,
clairement, il y a peut-être une source d'upside, même si le challenge, ça va être de devoir trouver ses patients, Ouais. parce que dans le syndrome de Sjögren, on sait que ce sont principalement les rhumatologues qui diagnostiquent et qui suivent les malades, avec l'aide aussi des ophtalmos et des odontos et dentistes, mais que le néphrologue, en fait, est très peu partie prenante dans le diagnostic et le suivi de ces patients. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail qui devrait être fait, et on se rend compte, en fait, que la société, elle a conscience de ça, puisque lors du congrès annuel de la Société américaine de néphrologie en 2019, l'ASN, Addison avait présenté 2 à 3 posters, hein, justement, où il parlait de la DRT acquise, du lupus et du Sjögren, en essayant de regarder un peu comment ça matchait, comment c'était pris en charge et la prévalence. Donc la société a parfaitement conscience qu'il y a un réservoir de patients qui se trouve là. Oui, une fois de plus, encore, le challenge, ça va être Ça va d'aller être les de les chercher. trouver. En tout cas, Voilà. ce que je retiens quand je vous écoute, Frédéric, c'est que finalement, cet abandon de statut de médicament orphelin, qui a plutôt été perçu par le marché comme quelque chose de négatif, c'est à relativiser, hein. Ça a relativisé parce qu'au final, ça peut être une chose de positive. Alors, Ouais, il faut aussi savoir que, à ma connaissance, ils n'avaient pas eu le statut aux US, hein, avec la FDA. ouais. Ils ne l'avaient eu qu'en Europe. Mais quelque part, je ne pense pas au final que l'abandon de ce statut aura un impact sur le prix le coût de traitement. Ouais. Parce que généralement, les gens associent maladie orpheline, coût de traitement extrêmement élevé. Ouais. Alors, c'est vrai dans beaucoup de cas, mais pas systématique. Donc là, je ne suis pas sûr que l'abandon va avoir un impact majeur sur le coût de traitement annuel. J'imagine pas qu'il y ait une baisse de 40 ou 50%. Mais par contre, est-ce que ça peut signifier que le pool de patients potentiel est plus large que ce qui avait été anticipé par les marchés et les opérateurs avant? C'est probable. Et une fois de plus, dans le syndrome de Sjögren, le problème, c'est que la prévalence, elle est totalement inconnue. Donc, c'est pas simple de mettre des chiffres, même pour Addison. Mais si, sur le plan commercial et marketing, il y a des choses qui sont faites de façon intelligente sur Ou le s'il y a niveau un des partenaire guidelines, qui a la puissance voilà, commerciale pour... ouais. il y a peut-être moyen d'aller chercher des patients et d'augmenter le chiffre d'affaires. Bon, à En sachant, suivre. en Oui. sachant que ce produit-là, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi une phase 3 dans la cystinurie. Donc, quand vous ajoutez le potentiel du marché dans la DRTA plus le potentiel du marché dans la cystinurie, la question, c'est de savoir est-ce que ça peut faire 150 ou 200 millions. Voilà, Advicen. Donc, on suivra le dossier dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Pharmium, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent, bonne journée. Au revoir. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de retrouver pour l'interview Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on est content de vous retrouver sur le plateau parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis votre dernière intervention sur le journal des biotech. C'était en juin 2020. On va commencer peut-être tout simplement par cette publication des résultats annuels. Ce qu'on va retenir, c'est ce niveau de trésorerie, 119 millions d'euros, notamment, donc ça c'était fin décembre, notamment après l'introduction au Nasdaq. Avant de parler de vos projets, on va finalement se demander qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus, cette présence sur le marché boursier américain depuis 3 mois, au-delà, et c'était quand même pas un détail, de 100 millions de dollars supplémentaires. Bon, vous l'avez précisé, déjà lever cet argent, c'était nécessaire pour avancer nos projets, mais je pense qu'on y reviendra après. Le Nasdaq, pour nous, c'est un moyen d'exprimer nos ambitions, un moyen aussi d'aller chercher des investisseurs qui n'investissent pas sur Euronext. Et vu la révolution que l'on veut mettre en place pour l'humanité et soigner ces millions de patients, on a besoin d'avoir des investisseurs spécialistes de la biotech qui ont les poches profondes et qui peuvent nous accompagner pour quelques années devant nous avec tout ce qu'on a à faire. Bon, j'imagine que vous avez vu aussi que certains investisseurs de référence se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà en soutien. On a eu toujours une base forte d'investisseurs en France, comme avec la CDC, avec Amiral. Et on a vu des nouveaux investisseurs biotech US rentrer lors de cette IPO au Nasdaq, comme Invus, Perceptive, etc., qui nous ont amené à la fois du cash, mais aussi qui nous amènent de la perspective dans ce qu'on va pouvoir faire plus tard avec eux. Donc ça n'a jamais été un but, le Nasdaq, toujours un moyen, mais aujourd'hui, ça nous donne les moyens de nos ambitions. Alors, les moyens de vos ambitions, ça tombe bien, là vous avez des liquidités jusqu'au, à peu près, deuxième trimestre 2023. On y vient, quelles sont vos priorités? On imagine qu'on va forcément se parler du lancement de cette phase 3 dans le cancer tété-cou et peut-être d'autres justement axes stratégiques que vous allez développer. On ne change pas notre priorité, c'est tête et cou, c'est pour nous notre chemin industriel, ce qui va nous permettre d'amener notre produit sur le marché aux États-Unis, en Europe,
sur une indication où on va pouvoir, si tout marche bien, démontrer un bénéfice important pour les patients et aussi un bénéfice important pour le système de santé et donc les payeurs. Donc pour nous, c'est un petit peu l'établissement de notre produit dans l'oncologie. Mm. Et après, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser évidemment chez des millions de patients qui reçoivent de la radiothérapie. Donc tête et cou, c'est notre axe prioritaire et c'est là qu'on va investir la majeure partie de l'argent qu'on a levé sur le Nasdaq. Ensuite, on y reviendra peut-être, vous avez vu qu'on a montré en novembre l'an Ouais. dernier qu'on a On pu en reparlera, transformer ouais. des patients qui étaient non répondeurs au checkpoint inhibitor en patients répondeurs. Donc là, on a tout un nouveau pan d'utilisation de notre produit qui commence à prendre de l'importance. Et si tout ça marche correctement, on pourrait aussi là développer et avoir des sujets intéressants, notamment en termes de collaboration avec l'industrie, etc. Donc ça, c'est notre deuxième axe. Et puis une fois que tout ça est en route, l'idée, c'est encore une fois de pouvoir étendre l'utilisation de ce produit à travers l'oncologie. On a notre collaboration avec le MD Anderson qui nous permet de générer plusieurs essais cliniques en même temps et des datas dans le temps et qui va nous faire avancer dans ce développement. Mais c'est tête et cou, immuno et développement dans l'ensemble des indications. Et on va donc s'arrêter un petit peu justement sur tête et cou. Il y a eu un petit peu de retard qui a été pris à cause du Covid, notamment sur la phase d'expansion de la phase 2 dans tête et cou. Là maintenant, on dit démarrage de la phase 3 en 2021. 2021, c'est cette année. Est-ce que peut-être vous pouvez être un petit peu plus précis sur le calendrier? Et puis, est-ce que finalement, on est sûr qu'il ne va pas y avoir de mauvaises surprises? Peut-être justement encore à cause du contexte sanitaire qui reste très compliqué. Et puis on se dit, finalement, si là on est sur des rails, 2023, pour une approbation commerciale dans cette indication, c'est quelque chose de réaliste aujourd'hui? Alors dans l'ordre, déjà la phase d'expansion n'a jamais été un prérequis pour pouvoir démarrer cette phase 3, donc ce qui nous a permis de faire les deux, de préparer les deux en parallèle. C'est vrai que le Covid nous a quand même bien ralenti dans le recrutement, comme l'ensemble des sociétés qui travaillent dans l'oncologie. Maintenant, comme je viens de le dire, on a pu préparer cette phase 3 et les résultats de la phase d'expansion ne sont pas importants pour pouvoir démarrer la phase 3. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que tout se résolve correctement d'un point de vue du Covid pour qu'on puisse commencer à recruter des patients. Mais a priori, ça commence à se passer correctement dans certains pays. On voit aux États-Unis les choses qui se libèrent plutôt rapidement. Comme c'est un essai global entre les États-Unis, l'Europe et probablement une partie en Asie. On pense pouvoir démarrer en temps et en heure. Maintenant, je ne pourrais pas être plus précis que ça, même si on sait exactement à quelle date on va démarrer, parce que ça ne fait pas partie des informations qu'on a annoncées. Ah, là, déception pour les gens qui nous regardent, qui se disent on va peut-être savoir quand est-ce que ça démarre. Bon, en tout cas, vous êtes confiant sur le démarrage de cette phase 3 et donc sur une potentiellement approbation commerciale 2023. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous semble réaliste. Bon, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore annoncées, mais je vous propose d'attendre un petit peu. Ouais. Comme ça, vous verrez quand on injecte notre premier patient et on fera un point sur l'aspect commercial à ce moment-là aussi. Bon, eh ben, on en reparlera. Alors, j'aurais pas réussi à vous arracher de scoop aujourd'hui. On va revenir sur la deuxième priorité, l'immuno-oncologie. Vous l'avez dit, il y a eu des données très prometteuses qui ont été publié en novembre. On en avait parlé d'ailleurs lors d'une interview écrite sur Boursorama. Dans plusieurs cancers, ceux des patients non répondeurs au checkpoint inhibitor. Vous aviez parlé à l'époque d'un vrai game changer sur la perception de nanobiotics. C'était sur 10 patients, c'était finalement la limite quelque part de ces bons résultats. Qu'est-ce qu'on peut espérer peut-être sur un prochain événement, l'ASCO notamment, sur ces études? Est-ce qu'on va avoir de nouvelles données qui viennent corroborer l'efficacité de votre produit dans ces indications-là? Alors, peut-être en une minute, on peut rappeler les enjeux. Oui, redisons, oui, tout à fait. Derrière ces résultats. Bon, tout le monde parle d'immuno-oncologie, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. On voit que ça peut sauver des patients qui avant n'avaient pas de solution thérapeutique, et c'est une réalité. Il y a des patients qui sont guéris, en tout cas qui vivent très longtemps, et en bonne santé grâce à l'immuno aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant, dans le mélanome, dans le poumon, etc. Maintenant, quand on regarde les chiffres, cette immunothérapie, elle marche, mais sur une petite partie des patients. Ouais. Dans certaines indications, on a 80% des patients, donc 8 sur 10, qui ne répondent pas à cette immuno. Notre idée, nous, c'était de savoir, est-ce qu'avec notre produit, est-ce qu'on va pouvoir faire répondre ces 8 patients sur 10 ? Et c'est ce qu'on a commencé à montrer au SITC la dernière fois. Donc vous imaginez, pour les patients, c'est quelque chose d'assez extraordinaire si on arrive à reproduire ça de façon durable et sur une plus grande population. Mais d'un point de vue économique, c'est aussi assez fort. Quand vous voyez que l'immunothérapie est prévue de faire près d'une quarantaine de milliards de dollars dans le temps, sur une proportion de répondeurs qui va de 15 à 25% en fonction des indications qu'on peut avoir. Vous imaginez ce que ça peut faire si on arrive à faire répondre une partie des 8 sur 10 qui ne répondent pas.
Donc à la fois pour les patients et d'un point de vue économique, on pourrait avoir un impact hyper fort. Euh, L'idée, c'est qu'on a commencé à montrer ça sur des patients, un petit nombre évidemment, au SITC l'an dernier au mois de novembre. Et là, autour de l'ASCO, normalement, on devrait pouvoir montrer des nouveaux résultats, c'est-à-dire sur plus de patients, mais aussi et surtout de savoir si, de transformer ces patients qui n'étaient pas répondeurs avant en répondeurs, est-ce qu'on a pu aussi augmenter leur survie? Parce que c'est beau de faire répondre quelqu'un, mais l'important, c'est quand même de pouvoir faire survivre très longtemps et d'améliorer sa qualité de vie. Donc tout ça sont des résultats que l'on devrait avoir autour de l'ASCO pour pouvoir voir si notre produit va jouer ou peut jouer un rôle aussi important que dans la radiothérapie, mais cette fois dans la partie immuno et radiothérapie. Ça peut être un catalyseur, ça, pour Nanobiotics, parce qu'il y avait eu un petit peu de mouvement sur le titre lors de la publication de ces résultats, et puis c'était un petit peu retombé. Là, vous pensez que des données qui viennent confirmer cette efficacité, ça peut amener encore plus d'intérêt autour de la société? Oui, c'est évident. Si on arrive à confirmer ce qu'on a déjà vu, ça devrait attirer beaucoup l'attention sur Nanobiotics. C'est évident. Bon. Il y a un portefeuille de projets très dense sur Nanobiotics. On a parfois du mal, l'investisseur individuel a parfois peut-être du mal à s'y retrouver parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'indications qui sont testées, beaucoup de projets. Il y a, vous l'avez dit, ces essais menés en collaboration avec le MD Anderson Cancer Center. Quels sont parmi tous ces essais qui sont en cours ceux que vous, peut-être, vous surveillez plus particulièrement? Alors, nos priorités, évidemment, tête et cou. Ouais. Après, l'immuno, donc ces deux-là sont vraiment nos essais principaux. Je pense que dans le MD Anderson, qui est quand même une collaboration assez extraordinaire, où ce centre, qui reste un des plus grands centres du monde du traitement du cancer, et probablement un des premiers aux États-Unis, a décidé de collaborer avec nous et de nous faire une alliance qui, pour finalement une somme relativement réduite, va nous permettre de traiter des centaines de patients. Donc ce même essai clinique ou ces mêmes essais cliniques, si on avait dû les réaliser en propre, nous aurait coûté probablement 10 fois plus cher que ce qu'on a dû donner au MD Anderson pour ça. Et ce qu'ils ont trouvé dans cette approche, c'est qu'ils allaient potentiellement pouvoir apporter aux patients des choses qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et cette révolution. Donc on a beaucoup d'essais cliniques qui sont prévus, on a déjà plusieurs qui ont démarré. Je pense que le cancer du pancréas, c'est un essai que je suis avec beaucoup d'attention parce qu'il n'y a rien pour ces patients-là. Et si on peut commencer à montrer qu'on améliore les choses pour eux, ça va être une révolution assez extraordinaire pour tous ces patients. Et puis après, il y a un pan du MD Anderson qui vise à développer aussi en combinaison avec l'immunothérapie. Vous avez peut-être noté qu'à la suite de ces premiers résultats corrects qu'on a montrés au SITC, on a pu aussi annoncer le démarrage de 2 phases 2 au MD Anderson. Oui. Et ces 2 phases 2 dans tête et cou en combinaison avec l'immuno pourraient nous amener à terme à avoir une accélération de mise sur le marché aussi en immunothérapie. D'accord. Donc voilà les priorités avec le MD Anderson. Plus récemment, Nanobiotics a annoncé la fin du partenariat avec Pharma Engine. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur les contours de ce partenariat pour les gens qui ne seraient pas forcément familiers, puis peut-être expliquer ce qui n'a pas marché, ou en tout cas ce qui a conduit à la fin de cette collaboration? Bien sûr. Enfin, partenariat qu'on a signé il y a longtemps, en 2011, si mes souvenirs sont bons, et à l'époque, on n'avait qu'un patient injecté, et l'idée, c'était qu'on puisse co-développer ce produit, et mettre une énergie dans le développement importante et partager les données pour aller le plus vite possible vers le marché. Donc, vous avez peut-être vu que dans le F1, quand on a déposé ça à la SEC, avant d'aller au Nasdaq, on a mentionné dans ce document technico-légal que l'on allait envoyer une lettre, ou qu'on avait envoyé une lettre de bridge à Pharma Engine, parce qu'on n'était pas content de la façon de travailler. On aurait pu très bien aller vers l'arbitration pour pouvoir sortir de ce contrat. Donc, ils ont préféré négocier une sortie, ce qui est mieux pour nous aussi, comme ça on a récupéré tous nos droits, et on est sorti à des conditions qui sont, somme toute, assez correctes, vu le potentiel de l'Asie pour ce produit. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette collaboration, Laurent? On pensait qu'ils ne mettaient pas l'énergie nécessaire dans le développement de ce produit qui mérite beaucoup plus. D'accord. Bon, voilà pour ça. On aura de bien meilleurs moyens d'extraire la valeur. Bon, c'est très clair. On l'a dit lors des derniers rendez-vous, potentiellement maintenant, Nanobiotics cherche un partenaire industriel. Il n'y en a pas pour le moment. Est-ce que c'est toujours un objectif d'en avoir un rapidement, ou finalement moins rapidement, parce que vous avez aujourd'hui une trésorerie qui est relativement confortable? La question que je vous repose un petit peu de façon rituelle, pourquoi il n'y en a déjà pas un, alors que étude après étude se dessine le potentiel réel de NBTXR3? C'est une bonne question. Après, je me suis posé la question parce que c'est une question qu'on pose souvent.
Ça rassure les gens le partenariat industriel, mais Oui. quand on regarde la réalité des biotech et les réalités des biotech sur Euronext, ça n'a jamais été une garantie de succès. Donc il ne faut pas courir après un partenariat pour avoir un partenariat. C'est un petit peu la solution de facilité des fois. Et de se dire qu'un partenariat, ça va changer la donne, ça ne change pas toujours la donne. Parce que derrière, après, il faut gérer un développement, il faut gérer des partenaires. Et jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été quelque chose d'assez probant en termes d'efficacité, en tout cas pour un certain nombre de biotech. Bon, dans l'absolu, à un moment donné, il va falloir qu'on travaille avec d'autres, c'est évident. Maintenant, on a des investisseurs forts avec nous, qui nous supportent et qui vont pouvoir continuer à financer la société dans le temps. Et l'idée, c'est toujours le trade-off entre la valeur qu'on cède et la valeur qu'on crée. Donc, à un moment donné, il va falloir changer de braquet, passer vers l'industrie et travailler avec des partenaires. Mais aujourd'hui, on n'est pas pressé de signer ce type de partenariat, même si on discute avec à peu près toute la pharma qui travaille en oncologie. Donc c'est bien, mais c'est pas pressé quand je vous écoute. Le mieux est de développer d'abord la valeur de Nanobiotics avant peut-être de réfléchir à ce genre de discussion. Si on regarde l'intérêt des actionnaires, l'idée c'est de faire croître la valeur et le prix par action, quoi. Donc quand on fait un deal avec un industriel, peut-être que ça a un bump sur la valeur ou prix par action du jour, mais on capte aussi la valeur Bien sûr. que l'on peut espérer, puisque ce qu'on va signer dans un deal sera la valeur finale du produit dans la société. Alors qu'on sait très bien que, et notamment aux États-Unis, les gens valorisent le potentiel beaucoup plus que la valeur établie. Donc, il faut, pour que nos actionnaires soient contents, et aussi nos actionnaires particuliers, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent ce journal, il faut qu'ils soient supportifs de ce qu'on fait et ils verront bien le résultat. Bon, très clair. On termine sur ce partenariat aussi qui a été annoncé par Nanobiotics avec votre filiale Curadigm et Sanofi. Ça a été annoncé en février. C'est un accord plutôt recherche et développement, early stage. Un mot là aussi sur Curadigm, mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce partenariat à un horizon peut-être de 12 à 18 mois? Bon, alors, Curadigm, c'est une plateforme que l'on a spin-offée, qui est 100% détenue par Nanobiotics, où là, on utilise toujours la nano et la nanophysique, mais pour des approches complètement différentes. On n'est plus dans la radiothérapie, on est dans une autre approche. Aujourd'hui, Curadigm se développe comme une plateforme. L'idée, c'est de faire plein de partenariats, comme celui qu'on a fait avec Sanofi, mais aussi avec d'autres. Et ce qu'on a vu récemment, c'est qu'on arrive à changer la donne dans tout ce qui est délivrance de RNA. Donc là, on voit bien avec les vaccins pour le Covid, avec tout le développement de CureVac, de Moderna, de BioNTech, etc., qu'il y a beaucoup de tensions sur toute cette technologie d'ARN. Mais le sujet des ARN, c'est pas l'ARN finalement. C'est comment est-ce qu'on le fabrique, comment est-ce qu'on se transporte, mais aussi comment est-ce qu'on le délivre. Oui. L'ARN, on sait que ça marche, c'est dans la nature. Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour l'amener où il doit être. Et Curadigm a montré qu'on pouvait, avec cette technologie, permettre à l'ARN d'être diffusé dans le corps sans avoir à faire une injection locale ou une injection topique. Donc, ce qui veut dire que là, on va potentiellement pouvoir ouvrir tous les ARN au reste du corps humain et on est en train de travailler sur des choses pour pouvoir aller dans cette direction avec différents partenaires. Mais ça, ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard parce que quand je vous écoute, ARN, vaccin, enfin on est au cœur de tout ce qui fait l'actualité et de tout ce qui intéresse le grand public et les investisseurs en ce moment. Alors qu'on soit clair, on ne va pas aller dans le vaccin. Oui. Nous, notre priorité, c'est de soigner les patients qui ont des besoins. Aujourd'hui, l'oncologie c'en est un. La technologie Curadigm va pouvoir se déployer à travers différentes indications, l'oncologie, le CNS, enfin tout un tas de choses différentes. Si les gens veulent l'utiliser pour faire des vaccins, après ce sera leur business, mais notre sujet n'est pas de rajouter une couche déjà aux couches nombreuses de solutions qui sont déjà existantes sur le Covid. Bon. Nous, on travaille sur le long terme. Bon, travailler sur le long terme, je retiens le nom, je l'ai dit en français, Curadigm, non c'est Curadigm, voilà, je ne ferai plus l'erreur. Et puis, merci Laurent Lévy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous revenez bientôt pour nous préciser le calendrier, alors c'est ce que j'ai retenu. Et d'autres choses. Et d'autres choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.